Polonie, Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Premier sujet à l'ordre du jour du duel. C'était dans l'actualité cette semaine. Il y avait bien sûr l'affaire Laurent Wauquiez. Et après les révélations des propos qu'il a tenus devant les étudiants, sa défense, c'était mardi dernier sur BFM TV. Les méthodes auxquelles se sont livrés un journaliste sont des méthodes de voyous. Et je pèse mes mots. Il s'est livré à une manipulation et a tendu une embuscade. Je donnais des cours à une trentaine d'élèves dans une enceinte privée. Il n'a pas fait un travail d'enquête. Il a contacté les élèves en amont, manipulé l'un d'entre eux pour le convaincre d'enregistrer ses propos à mon insu, pour ensuite en sortir ses extraits dans une rupture totale du contrat de confiance que j'avais avec les élèves. C'était donc la voix devenue maintenant célèbre de Laurent Wauquiez. Quelle est la morale de cette histoire pour vous, Natacha Polony ? Alors, la question n'est sans doute pas celle d'une morale, mais c'est une histoire qui est à la fois assez pathétique et très intéressante. Très intéressante parce que elle touche à l'image que nous nous faisons de la politique et de ce que doit être un homme politique, un homme qui aspire à des hautes fonctions. La question de la frontière entre espace public et espace privé, dans la mesure où, pour ma part, je n'estime pas qu'une salle de cours soit un espace privé, mais qu'on puisse l'estimer est en soi extrêmement intéressant. Il me semble que derrière tout cela, il y a quelque chose qui relève, bien sûr, de la stratégie et de la posture de la part d'un homme qui se construit comme celui qui combat les médias, comme celui qui parle à la vraie France, à la France méprisée par un parisianisme. Voilà, il joue de cela et de ce point de vue-là, cette histoire rentre dans ce cadre-là et semble le servir. Toute la question qu'il y a derrière, c'est l'image qu'on se fait aussi du peuple, si tant est qu'on puisse définir le peuple, mais l'image qu'on s'en fait quand on accrédite l'idée que on ne lui parle pas véritablement en lui disant des choses ni intéressantes ni dignes, mais des bullshit. Et derrière ce mot bullshit, qui est tout de même extrêmement violent et extrêmement vulgaire, il y a tout ce que l'on peut penser du rapport entre les élites et le peuple, entre le politique, le journaliste et les lecteurs. Lui, pourtant, critique les élites et revendique un rapport direct au peuple, Raphaël Glucksmann. Non, mais tout l'enjeu pour Laurent Wauquiez, c'est comment effacer le fait qu'il fasse lui-même partie des élites. Donc tout son travail consiste à ça, depuis l'accent jusqu'aux cheveux et le faux pédigré, et là, se poser en victime des médias. Alors moi, ça me fait doucement rigoler parce que si on prend la liste des hommes politiques aujourd'hui en France, ils sont absolument tous victimes des médias. C'est-à-dire qu'on se demande bien qui n'est pas victime des médias. Même le président Macron, qui peut bénéficier d'une sorte de bienveillance médiatique, se permet de faire la leçon aux journalistes et se pose en conflit avec eux. Et donc, si en passant par Mélenchon, Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez, ils sont tous victimes des médias. C'est le nouveau positionnement des journalistes, des politiques, parce qu'ils ont trouvé une sorte de catégorie professionnelle encore plus détestée qu'eux, apparemment, c'est-à-dire les journalistes. et donc, ils cherchent comme ça à se mettre en conflictualité permanente avec les médias. Au-delà de cela, Laurent Wauquiez, à mon avis, est de bien mauvaise foi parce que finalement tout ce qu'il dit, son ton et son air bravache, pour finalement dire pas grand-chose, mais son air bravache, dénonciateur. Non, mais dénonciateur, mais c'est-à-dire qu'il dit des choses pas très profondes. Il dit des choses, oui, il dit des choses choquantes. Il dénonce les complots. Il dénonce les complots, voilà, exactement. C'est exactement la manière dont il sort de ces enregistrements qu'il dit volés. Eh bien, c'est exactement la manière dont il cherche à se présenter, en fait. C'est-à-dire que en un sens, ça peut peut-être marcher, en partie, c'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il est détesté par l'élite, qu'il persécute, et que lui-même est l'homme du cash, quoi. Je parle cash, je suis une forme dérivée de Trump français, quoi, et c'est sa stratégie. Alors, le fait qu'il tacle comme ça, par exemple, Alain Juppé, c'est évidemment pour montrer que lui-même est différent. Lui, c'est la vraie droite, c'est pas comme la droite qui a renoncé à être de droite. Sauf que il y a là un paradoxe majeur, et je pense que ça a été une erreur énorme de la part des journalistes de le comparer à Donald Trump. Parce qu'en effet, c'est le servir, alors que ça n'a rien à voir. C'est pas une comparaison flatteuse, en général. Non, mais on la compare à Trump en France. Évidemment, mais ça le sert dans le sens où justement, il essaye d'apparaître comme celui qui pourrait gagner parce qu'il est du côté du peuple et attaqué par l'establishment. Or, pourquoi dis-je que ça n'a rien à voir ? Parce que Donald Trump, quand il transgresse,
transgresse devant un micro, transgresse ouvertement, n'a jamais cherché à cacher ses propos. Ce qu'il dit, il le dit aux électeurs, à tous les électeurs, au peuple américain auquel il entend s'adresser, et en plus en abordant des sujets qui sont des sujets importants, la fiscalité, il en a parlé pendant sa campagne, la question de l'establishment justement et de son pouvoir, la question du politiquement correct, ce sont des sujets de fond. Or, là, qu'avons-nous avec Laurent Wauquiez ? Quelqu'un qui explique que donc il ne dit rien sur un plateau de télévision, ce qui relève quand même d'un certain mépris pour l'électeur qui est censé l'écouter par le biais des plateaux de télévision et qui ne peut pas bénéficier de son cours. Et en revanche, quand il est avec des étudiants, c'est-à-dire dans un petit milieu, une petite coterie, une école de commerce, là, en revanche, il va dire des supposées vérités. Mais de quoi relèvent ces vérités qui se mériteraient qu'on n'en parle absolument pas ? De sa détestation pour Valérie Pécresse ? De ce qu'il pense de Gérald Darmanin ? Pardon, mais Donald Trump est autrement plus subversif. Il y a du fond. On peut débattre de ce que dit Donald Trump, sauf quand il part dans ses délires sexistes ou racistes. Mais il y a des choses qui se passent chez Donald Trump. C'est déjà éliminé la moitié de ses tweets. Je suis d'accord, mais le reste, mais il en reste déjà suffisamment pour que ce soit beaucoup par rapport à ce que dit Laurent Wauquiez. Ah non, mais ce qui est effarant, c'est que la comparaison avec Trump, vous la trouvez légitime ou non ? Non, je pense que Wauquiez veut se comparer à Trump et que sa stratégie, c'est de se présenter comme une forme de Donald Trump français. Effectivement, ce qui est marquant dans ses propos volés, mais moi j'en sais rien s'ils ont été réellement volés d'ailleurs et si lui-même ne savait pas que ses propos allaient être rapportés, puisque encore une fois, ça cadre avec le personnage qu'il veut façonner de lui-même. Mais ce qui est fascinant, c'est que effectivement la subversion, c'est sur des sujets de comptoir, c'est-à-dire que c'est machin est pas sympa, elle est pas jolie, et en gros, c'est tous des voleurs. Non, d'accord. Mais il a occupé l'espace médiatique, il a convaincu son électorat d'un mot encore. Ce que je pense, c'est que on aurait tort, et c'est un peu la tendance des médias aujourd'hui, on aurait tort de trop le prendre à la légère, parce que son but est hyper clair. Son but, c'est de solidifier une base et pas d'avoir 50% des voix pour l'instant. Et donc, pour solidifier cette base, il veut se présenter comme un bon membre de l'élite méprisante. Il pense que c'est comme ça qu'il va se présenter comme populaire. Encore un mot, Natacha Polony. Mais simplement, je pense que les médias lui ont servi sur un plateau exactement ce qu'il demandait, justement en le présentant comme le terrible Donald Trump, l'extrémiste. Et d'ailleurs, c'est cette façon de systématiquement l'attaquer comme s'il était dangereux me semble absolument ahurissante, parce que justement, il n'a fait que prouver ses contradictions. Ce qu'il dit d'Angela Merkel, par exemple, qu'elle n'a pas de charisme. Pardon, il y aurait beaucoup à dire sur le rapport entre l'Allemagne et la France, sur l'Union européenne, et là, ce serait subversif. Il n'y a jamais ça chez lui. D'un mot, est-ce qu'il s'est installé comme le principal opposant à Emmanuel Macron ? Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, question toute simple. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, est excessivement tranquille. Je pense qu'il n'y a pas encore de principal opposant à Emmanuel Macron et que c'est tout le problème de la politique française aujourd'hui, c'est que c'est un one-man show. France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel. Et on va justement quitter la politique française pour un instant. Raphaël Glucksmann, ce qui vous a marqué cette semaine, c'est la campagne électorale chez nos voisins italiens. Les élections législatives auront lieu le 4 mars prochain. Et c'est une élection cruciale pour l'avenir de l'Europe et pour ce qu'elle va nous dire de l'état des démocraties libérales occidentales. On a des sondages. Déjà, on a eu un climat de campagne absolument délirant, où la Ligue du Nord et Casa Pound qui est un groupuscule fasciste, en gros, donne le là des thématiques qui sont abordées pendant la campagne, et en particulier donc les migrants, 80% du temps. Et en plus, on a des sondages donc qui nous disent que les votes cumulés de la Ligue du Nord, de Casa Pound, du mouvement 5 étoiles et de Berlusconi, si on le rajoute à tout cela, c'est quand même plus des 2/3 des voix. Donc là, on a un vrai problème démocratique en Italie. Et en plus, on va assister probablement au grand retour de Silvio Berlusconi sur le devant de la scène politique. Même s'il est inéligible. Même s'il est inéligible. Il va contrôler la coalition qui est en tête dans les sondages et qui en passe de l'emporter. Et ce sera perçu comme sa grande victoire. Et en un sens, c'est, alors là je vais mettre des guillemets, c'est justice.
Parce qu'en fait, tout le monde se moquait en France de Silvio Berlusconi et des Italiens en se disant, mais comment peuvent-ils, je m'en souviens très bien, comment peuvent-ils voter pour un taré pareil, objectivement corrompu? L'élire, le réélire, le réélire. Et comment peuvent-ils faire ça? Et finalement, on les prenait pour des attardés. En fait, c'était des précurseurs, les Italiens. Et on a toujours tort de se moquer des Italiens, puisque c'est eux qui ont inventé la politique moderne au moment de la Renaissance, et que là, ils ont inventé la post-politique post-moderne avec Silvio Berlusconi, et qu'aujourd'hui, Silvio Berlusconi, il est président des États-Unis, il est premier ministre de République tchèque, il est dans la coalition en Autriche. Bref, des Silvio Berlusconi se sont répandus absolument partout. Donc, en fait, en gros, l'inventeur de la crise politique qu'on est tous en train de vivre est en train de revenir sur le devant de la scène, et c'est un clin d'œil de l'histoire absolument tragique, mais c'est quand même un clin d'œil de l'histoire. Disons qu'il n'est pas l'inventeur de cette crise politique, il en est le premier bénéficiaire ou le premier qui a compris qu'il pouvait en être bénéficiaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, mais justement, la question est de savoir comment tout cela arrive. Pourquoi on en arrive là? Un simple exemple. La loi électorale italienne a toujours été d'une complexité épouvantable. Elle a encore été complexifiée. Pourquoi? Pour fragiliser le mouvement 5 étoiles. Ce qui est, on a toujours tort là aussi d'essayer de manipuler. Parce que, évidemment, on va se retrouver avec, donc, l'alliance entre Silvio Berlusconi et donc les autres partis néofascistes, etc., qui va profiter de cela, même si justement ça risque d'être ingouvernable. Ensuite, si on regarde le parcours, souvenons-nous, Berlusconi quitte le pouvoir en 2011, fortement chassé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Par quoi est-il remplacé? On est en pleine crise des dettes souveraines. Par quoi est-il remplacé? Par un gouvernement d'experts mené par Mario Monti, avec cette idée absolument effarante qui est qu'on va pouvoir régler les problèmes qui se posent aux démocraties par l'expertise, par l'idée de gens qui sont des spécialistes, qui vont expliquer au peuple, bon, vous n'y comprenez rien, vos aspirations on s'assied dessus parce que vous ne savez pas ce qui est bon, et ce qui est bon, c'est le respect des critères économiques que nous avons fixés. C'est ça qui s'est passé. Ça a été un échec. Donc aujourd'hui, on a un retour de bâton. Et dernier point, entre les deux, il y a eu Matteo Renzi. Oui, mais dernier point, la question des migrants. On ne peut pas faire comme si ça n'était pas un sujet en Allemagne, en Italie, et un sujet majeur. C'est un sujet, mais c'est pas 80% d'une campagne électorale, avec en plus des hurlements d'un mec qui ferait passer Marine Le Pen, mais pour une sorte d'humaniste 5 étoiles absolument génial, qui est le leader de la Ligue du Nord, et qui arrive... Vous ne caricaturez pas. Mais non, moi je connais bien l'Italie, j'y ai vécu, j'ai travaillé à la Repubblica à Rome, je les connais, je les lis, et je peux vous dire que la manière dont Salvini parle en ce moment pendant la campagne électorale en Italie, honnêtement, même l'aile droite du mouvement de Jean-Marie Le Pen, pas de sa fille, aurait du mal à s'exprimer ainsi. Et donc la manière dont il parle des migrants, c'est quand même quand il y a un de leurs militants, parce que c'est quand même un de leurs militants de la Ligue du Nord, qui sort son fusil et qui va tirer à vue sur des Noirs dans les rues, eh bien on explique que c'est de la faute des migrants. Et il n'y a pas du tout d'unité nationale pour condamner le geste. L'Italie, c'est un laboratoire pour vous, Natacha Polony, comme le disait Raphaël Glucksmann. Hélas, un laboratoire, c'est une victime de l'impuissance générale et du déni de toute l'Union européenne depuis des années. Parce que cette situation-là, qui en effet est ignoble, elle est là aussi, elle a pourri pendant des années. Bien sûr. Vous avez des endroits en Italie où la mafia soudanaise s'est associée avec la mafia italienne, et où vous avez une telle proportion de migrants qui, hélas, ne peuvent pas trouver comment s'installer, comment être aidés, que ça donne des situations absolument je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Il y a une nullité absolue de la réponse technocratique face à ces mouvements populistes. D'accord. Enfin, il faut quand même dire que ces paroles qui structurent aujourd'hui la campagne italienne sont inacceptables. Je viens de le dire, c'est ignoble. La question, c'est de savoir comment on en arrive là. Et comment on évite que ça dégénère. Et que le Trumpo-berlusconisme, c'est sans doute une conséquence de la crise de la politique en Europe, mais c'est une conséquence absolument abjecte qui ne fait qu'entretenir la crise, et on va se retrouver avec un pays qui n'est pas la République tchèque, qui est quand même
un des pays fondateurs et principaux de l'Union européenne, dirigé par une coalition qui honnêtement est bien pire encore que la coalition autrichienne. Dénoncer l'abjection ne changera rien au problème. Et tout de même, on peut dire que le peuple italien, étant donné le nombre de migrants qui sont arrivés en Italie, a pour l'instant gardé une dignité qui est sans doute assez admirable en moyenne. Donc espérons que cela va continuer et trouvons les solutions pour éviter que cela dégénère. Bien sûr, la solution elle est européenne. On ne peut pas laisser l'Italie ou la Grèce seules face à la crise des migrants. Mais enfin, dans les réactions admirables, il y a des réactions admirables. Il y a aussi des discours politiques absolument stigmatisants. On est bien d'accord, mais le dire ne sert à rien. On va en rester là. Et il y a aussi une nouvelle catégorie politique que vous venez d'inventer, Raphaël, le Trumpo-berlusconisme. Le grand face-à-face de France Inter continue avec maintenant le débat de la semaine.